Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Délivrez-vous qui débarque chez vous. Délivrez-vous pour célébrer le mot, pour célébrer la culture. Délivrez-vous pour célébrer l'intellection, la science, les théories scientifiques. Aujourd'hui, à cette émission, nous allons parler rap. Mais le rap dans une voûte supérieure. J'aurai avec moi sur ce plateau, dans quelques instants, un certain Caméléon. Mesdames et messieurs, place tout de suite pour ouvrir cette émission, d'abord à la rubrique Temps Poème. Je vais vous lire un poète irlandais que j'adore, mais particulièrement, il a un seul petit défaut, il est très chrétien. Il s'appelle Hopkins. Nuit d'étoiles. Regardez les étoiles. Là-haut, regardez, regardez les cieux. Oh, voyez ce peuple de feu. Tout ce peuple juché en l'air, ces faubourgs flamboyants, ces citadelles circulaires, ces puits de diamants enfouis au bois ombreux, ces yeux de fée, ces foies par terre gris jonchés d'or, de vif or, ce talisier d'argent battu du vent, cette flambée d'hypréaux aériens, ce fol envol de floconneux pigeons épars dans la basse-cour apeurée. Bon, tout cela peut s'acheter. Il ne faut qu'ils mettent le prix. Mesdames et messieurs, toute la poésie irlandaise à vos écrans en Haïti sur le plateau Délivrez-vous, gardons bonheur. Place maintenant à la présentation de mon invité, Caméléon. Il s'appelle Jean-Gardi Seyd Caméléon, professeur à l'université. Il est détenteur d'un Master 2 en anthropologie sociale à la faculté d'ethnologie. Il est diplômé en espagnol et littérature espagnole et hispano-américaine à l'Institut Lope de Vega et en portugais et... Il s'appelle Jean-Gardi Seyd Caméléon, professeur à l'université. Il est détenteur de Master 2 en anthropologie sociale à la faculté d'ethnologie. Il est diplômé en espagnol et littérature espagnole et hispano-américaine à l'Institut Lope de Vega et en portugais et culture brésilienne au Centre Culture Brésil Haïti. Il a étudié l'anglais et la théologie. Caméléon est un rappeur et journaliste culturel qui a animé plusieurs émissions de radio et de télé pendant 10 ans. Poète athée qu'il est, il est un grand amant de la philosophie, notamment de Sartre, de Camus ou encore de Paul Ricoeur. D'un autre côté, des penseurs haïtiens comme Yves de Restal, Michel Rolf Trouillot, Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Firmin l'intrigue beaucoup. Jean-Gardi Seyd est persuadé, au même titre que de Caunas, James Le Glonec, Manigat, Dubois, etc., que la révolution de 1804 a non seulement été impensable pour l'Occident, qu'elle est une révolution permanente au sens trotskien du terme. Amoureux des cultures urbaines, il a créé les cahiers de recherche des cultures urbaines et rurales, une revue scientifique afin d'inciter et de faciliter la propagation des productions scientifiques sur la question. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile.
La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Cahier de recherche des cultures urbaines et rurales, rap, désorganisation sociale et transpénétration culturelle. Ils sont trois, les garçons, à avoir pris cette initiative, à nous proposer une revue scientifique, à nous proposer pour ce premier numéro une parole scientifique sur le rap. Avant-propos, ce sujet de recherche est construit dans le but de pouvoir présenter à la communauté scientifique une approche sociologique et anthropologique consistant à retracer l'histoire du rap et son implication dans l'implantation d'une série de valeurs en Haïti. Ce sujet se situe au centre du débat sur l'impact de la mondialisation sur les cultures locales. Loin d'adopter une attitude ethnocentrique, ce travail se veut une approche objective sur le rap comme élément culturel émanant d'un foyer culturel autre qu'Haïti. Le lecteur désireux d'avoir en main une réflexion sur le rap en tant que mouvement social dans son ensemble sera un peu déçu, car ce travail est plutôt consacré à produire une réflexion sur les institutions, ou du moins sur certaines institutions que nous avons jugées pertinentes et même impliquées dans l'implantation du rap comme porteur de nouvelles valeurs dans la société haïtienne. Tout ceci au regard de la mondialisation des cultures. Mesdames et messieurs, je viens de poser le décor sur votre écran. Là maintenant, ça s'appelle Délivrez-vous, Gadon Bonheur. Et c'est Caméléon qui est avec moi sur ce plateau pour présenter cette revue, pour présenter ce travail scientifique qui est fait sur le rap. Caméléon, Gadon Bonheur. Gadon Bonheur et bonsoir à tout un chacun. Il faut dire que pour moi, c'est un plaisir d'être là et de participer à cette émission qui est Délivrez-vous. Et là, on va parler rap, on va parler culture, on va parler mondialisation. Et puis, là, bonne fête à tout un chacun. Hein. Ça promet. On aura du peps pour le faire. Cahier de recherche des cultures urbaines et rurales. Qu'est-ce que c'est déjà? Bon, au départ, il faut dire qu'il y avait un problème dans la communauté universitaire de trouver des travaux scientifiques sur la question. Et moi-même, Jean-Gardi Seyd, Caméléon pour les amis, Badio, Hébreu, on faisait à l'université nos mémoires de sortie sur le rap et on a été à l'université, on avait des difficultés de trouver des travaux haïtiens sur la question. Non, mais avant, on présente déjà les cahiers de recherche des cultures urbaines et rurales. Oui, c'est là que je suis là. Et puis, on s'est dit qu'il faut qu'on crée un instrument afin que les jeunes universitaires qui vont venir puissent avoir des matières pour pouvoir travailler sur leurs projets scientifiques. Et c'est ça les cahiers de recherche des cultures urbaines et rurales. C'est cet espace qui veut amalgamer l'urbain et le rural, qui ne sont pas des espaces de pratiques sociaux différents. Donc on dit la pratique quoi, de pratiques sociales différentes, de pratiques sociales différentes qui s'interfèrent, qui se mélangent, qui s'impose. Parce que là, vous mettez vraiment le « et » entre les cultures urbaines et rurales. Du coup, je m'en vais te dire, entre l'urbanité et la ruralité, de quoi est faite la ligne de nuance? Est-ce qu'il y a vraiment une ligne de démarcation entre l'urbain et le rural? Je ne pense pas, parce que le rural, comme espace, produit, par exemple, si l'on prend Haïti comme espace, c'est le rural qui, sur le plan économique et agricole, donne à l'urbain. Sur un plan culturel aussi, le rural, à travers la musique rara, le vaudou, à travers les arts, etc., impose certaines choses à l'urbain. Et l'urbain, en retour, avec la musique compas, qui est une musique urbaine, avec Raram No Limit, Chaba, Envahi des gars, avec les politiques qu'on fait à Port-au-Prince, tout ça, essaie d'imposer au rural quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation entre le rural et l'urbain, mais il y a ce qu'on appelle une interpénétration, une interférence
d'entre les deux sphères. Et pour comprendre une activité sociale ici, il faut exactement comprendre l'impact de cette activité sociale de l'autre côté. Mais pour assassiner encore une fois Frantz Fanon et Caméléon, est-ce que tu ne dirais pas que l'urbain met en place tout un dispositif complexuel dans sa relation avec le rural? Genre, celui qui est en milieu rural, il est complexé par rapport à celui qui est dans l'urbain. Il se sent inférieur, il se sent privé de tout, il se sent marginalisé, ostracisé même. Ça, c'est une approche assez démodée. Parce qu'aujourd'hui, le rural, c'est un espace de méditation. C'est non seulement un espace de production, mais de méditation aussi. Il y a en plein cœur de la modernité, en plein cœur de la mondialisation, des gens qui essaient de créer des espaces de campagne, des espaces de campagne, afin de permettre à tout un chacun d'avoir un espace autre que l'urbain. Bien que cette création est partie de l'urbain. C'est D'Angelo qui vit à Port-au-Prince, qui trouve que Port-au-Prince est un peu chaud. Il va falloir qu'on crée un espace à Jacmel, etc. Tu as toujours des espaces parallèles, des espaces verts que les gens se gardent tout le temps. Tout comme Ruine à Kinskov ou le Moncel, etc. C'est-à-dire c'est des initiatives qui partent de l'urbain. Et c'est la même chose. C'est-à-dire il n'y a pas cette façon de voir comme le faisait par le passé. Oui. Mais considérer le rural comme étant le pays en dehors. Le pays en dehors. Bien que, dans certains cas, comme dans le cas d'Haïti, il y a cette politique du pays en dehors, parce que le pays en dehors n'est pas en dehors parce qu'il est en dehors, mais le pays en dehors est en dehors parce qu'on le met dehors. Oui. C'est un choix, c'est un parti pris politique. Politique, c'est l'État, à travers ses visions du monde, à travers ses politiques, ses pratiques, qui dit, ben voilà, il faut qu'on crée les ministères à Port-au-Prince, il faut qu'il y ait une institution centralisée, etc. Ouais. Donc le pouvoir central est à Port-au-Prince. Est à Port-au-Prince, et c'est quelque chose qui a une histoire avec l'occupation américaine, qui, Georges Eddy, c'est ça? Georges Eddy Lucien? Oui, voilà. L'a si bien traité dans la modernisation manquée, a montré que cette décision, c'est non seulement une décision de l'État haïtien, mais ça a été imposé par les Américains lors de l'occupation américaine à vouloir centraliser tout ça à Port-au-Prince. Tout ça a fini par créer la problématique du pays en dehors. Mais on va revenir à l'appellation cahier de recherche des cultures urbaines et rurales. L'urbain et le rural constituent deux espaces. Et déjà, l'appellation de la revue mentionne un fait. Les espaces produisent des cultures. Claire. Et il y a un domaine d'études qui t'intéresse particulièrement, qui s'occupe des cultures, c'est l'anthropologie. Bien sûr. Il y a une jeune fille. De formation. Absolument. Tu sais, la rentrée des classes, c'est pour bientôt. Il y a une jeune fille qui a 16 ans qui va rentrer en seconde. Dis-lui ce qu'est l'anthropologie. Ben, il faut dire que de façon simple, vraiment simple, je peux dire que l'anthropologie, c'est l'étude de l'autre. C'est la façon la plus simple que je peux définir l'anthropologie, parce qu'il y a d'autres définitions, mais qui posent problème. Et le fait de comprendre que l'anthropologie, c'est l'étude de l'autre, ça suffit. Ouais. Donc déjà, l'anthropologue pose l'altérité en tant que sujet d'étude scientifique. Bien sûr, l'altérité en tant que sujet, mais également l'ego aussi. Également L'ego. L'ego. Oui. Là, nous sommes dans la psychologie un peu aussi. Non, mais la question de l'ethnocentrisme, ce sont les peuples qui se regardent de façon égoïste. Ouais. Le fait par exemple, l'Occident chrétien pense que sa culture, c'est la culture. Et il faut imposer cette culture au monde. C'est quelque chose d'égoïste, quoi. Ouais. Et la question de l'autre, c'est déjà un problème anthropologique, parce que l'autre, c'est qui ou c'est quoi? Est-ce que l'autre, c'est cet autre que je regarde? Est-ce que l'autre, c'est cet autre qui se regarde lui-même? Comment comprendre l'autre en tant qu'autre? Ouais. Et est-ce que l'autre existe dès lors que je le considère comme étant un autre? Un autre. Existe-t-il en dehors de mon regard sur lui? Ça, ce sont des questions philosophiques, anthropologiques prenantes. Voilà. Et
En anthropologie, la meilleure façon de comprendre l'autre, c'est de demander à l'autre, et toi, qui es-tu? Et l'autre va dire, moi-même, je suis D'Angelo. Et là, tu vas écrire, il est D'Angelo. Mais je ne vais pas rester ici et dire que il est Serge, Antoine, etc. J'essaie de comprendre l'autre à partir d'un ensemble de valeurs, de prérequis que j'ai dans ma société, ma culture, et j'essaie de définir l'autre à partir de tout ça. Et c'est exactement ça l'anthropologie. Au départ, l'anthropologie a fait cette gaffe à essayer de comprendre l'autre à partir des valeurs occidentales, et l'on a essayé de corriger ça. Et aujourd'hui, l'anthropologie, à travers des méthodes comme l'observation participante, tout ça, essaie de comprendre l'autre à travers la compréhension de l'autre de lui-même. Mais c'est cette compréhension de lui-même dans un bassin culturel. Bien sûr, l'autre dans sa culture, l'autre dans sa société, dans ses valeurs, ses coutumes, etc. C'est pas un autre que je conçois moi-même. Ouais, c'est l'autre pris dans sa totalité d'être. Oui. Mesdames et messieurs, des livres. Et vous, Gadon Bonheur, je reçois Caméléon, cahier de recherche des cultures urbaines et rurales. Là, nous sommes en train de poser le décor de cette émission. Nous parlons anthropologie, nous parlons sociologie, nous parlons psychologie. Nous sommes dans la sphère des sciences humaines et sociales. Allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans les rosses de l'anthropologie. Cahier de recherche des cultures urbaines et rurales. C'est Caméléon qui est sur mon plateau. J'ai un numéro qui parle du rap comme élément participant d'une désorganisation sociale et comme élément laissant transparaître une transpénétration culturelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà la notion de culture qui revient, la notion d'anthropologie qui est là. Caméléon, toi qui es anthropologue, qu'est-ce que la culture? Quand est-ce que nous sommes en présence d'éléments culturels? Bon, et il faut dire qu'aujourd'hui, tout comme l'anthropologie, en anthropologie ou dans les sciences humaines et sociales, on n'est pas encore d'accord sur une définition arrêtée de la culture. Il y a à chaque fois des définitions qui se sont modifiées à travers le temps, etc. Mais généralement, on aime dire que la culture, c'est l'art, les pratiques culturelles, c'est la littérature, le sport, les modes de gouvernance, etc. C'est tout ce qui peut... Comment je peux dire ça? C'est un ensemble d'éléments qui peuvent aider à identifier un groupe d'individus. Est-ce que tu serais partie prenante pour soutenir que la culture, c'est également tout ce que l'homme crée pour s'adapter dans son milieu ambiant? Ça c'est une question aussi assez importante. Mais là, cette définition essaie de voir la culture comme quelque chose d'utilitaire. Oui. Et la culture en soi n'est pas tout simplement utilitaire. La culture a d'autres fins absolument. Qui ne sont pas utiles. Comme une fin identificatoire que tu viens de dire là. Ouais. Quand nous croisons des Chinois, ils sont des Chinois, des Japonais. C'est la raison Allemands. pour laquelle que je n'ai pas dit identitaire. Ouais. J'ai parlé d'identification parce qu'au départ, la question de l'identité pose problème encore en anthropologie parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit identité, il va falloir que ce quelqu'un-là essaie de définir l'identité. Automatiquement que cette personne va définir l'identité, cette personne va mettre de côté un ensemble d'éléments clés dans sa définition. Par exemple, si je dis que la culture haïtienne, c'est le vaudou, mais où sont passés les chrétiens qui sont haïtiens, où sont passés les catholiques qui sont haïtiens, etc. À chaque fois
qu'on pose la culture comme quelque chose lié à l'identité, ça exclut un groupe d'individus. Ouais. Et donc le fait de définir de définir la culture là maintenant comme une superstructure, Bien sûr, cela sous-entend que l'être humain est nécessairement un animal de culture. évidemment, l'être humain est un animal de culture et la culture est inextricable à l'homme. Ouais. Et c'est dans cette logique-là, chaque société a donc sa culture et très souvent, vas-y. Chaque société n'a pas sa culture. Chaque société a ses cultures. Donc tu es dans un multiculturalisme, dans Bien un sûr. même modèle social. Bien sûr, Dépendamment des classes sociales, c'est là que des, tu poserais le groupes, problème. des classes et des groupes. Mais il y a une superstructure, si tu veux, Il culturelle, y a, il y a relevant une du culture, pays, de la il y a une société. culture dominante Oui. à l'intérieur du pays, mais au sein même de ce pays, il y a des pratiques culturelles différentes, il y a des groupes qui font des choses différentes et il faut les considérer. Est-ce que ça, c'est pas, si tu veux, des variantes d'un même modèle culturel? Non, 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 non. Il faut les considérer comme tels. Comme des cultures à part entière et non comme Autonomes. des variantes Non. d'un même grand modèle culturel? Non, non, c'est bien sûr. Il faut les considérer comme tels de façon autonome. Mais ça, c'est un regard sur les sociétés, sur les classes. Les très- groupes, etc. Mais là, si on pousse la chose au bout, on peut même en arriver à dire que chaque individu crée sa propre culture. Bon, oui. Est-ce Bien que oui. ce serait possible? C'est que chaque possible. individu crée La son la propre façon dont vit vase quelqu'un, c'est de culturel. constituer un élément culturel à cette personne-là. C'est-à-dire, moi-même, j'ai mon train de vie, et mon train de vie, c'est ma culture en tant qu'individu. Maintenant, il y a des façons d'imposer la culture à d'autres, et c'est par la politique, l'économique ou la guerre. Maintenant, si j'ai le pouvoir, je peux, dans ma famille, comme chef de famille, imposer ma culture à mes filles, ma femme, mon neveu et tant d'autres. Je dis, tout le monde se couche à 10 heures. Parce que moi, je vais me coucher à 10 heures. Si l'on prend ça, on essaie de faire une transposition, par exemple, les États-Unis d'Amérique, In God We Trust, hip-hop, beatboxing, et musique jazz, musique soul, gospel, etc. Les États-Unis d'Amérique utilisent la guerre, l'argent, les masses médias pour imposer le pouvoir, pour imposer leur vision du monde à d'autres. Mais oui, c'est comme pour la religion chrétienne. Et les chrétiens doivent savoir que Jésus est arrivé en Haïti en 1492 avec Christophe Colomb. Avec Christophe Colomb. Et là, Christophe Colomb, ce n'était pas un gentil. Ouais. C'était- Jésus est arrivé avec une arme en main. Oui, Jésus est arrivé armé en Haïti. Et finalement, il est peut-être l'homme le plus populaire en Haïti. Hein. Le mec, il est arrivé chez nous armé jusqu'aux dents. Il nous a mis à genoux, il nous a tout pris, mais il est resté dans nos têtes. Bien sûr. Donc, c'est quand même un point de vue qu'il faut entendre. Et j'imagine que beaucoup d'anthropologues qui te regardent là vont peut-être questionner ce point de vue. Et quitte à dire que dans un même modèle social, dans une même société, chaque classe produirait sa propre culture. Bien sûr. Et chaque groupe aussi. Et chaque groupe également. Et là, nous sommes dans un regard sur la culture comme façon de s'inscrire dans le réel. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, le rap est un élément de la culture américaine. Bien sûr. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays extrêmement riche, donc hégémonique. Hégémonie. Tu exprimes dans cette revue que si le rap est en Haïti, c'est parce que ça participe d'une politique culturelle des États-Unis. Et je mentis et je reproduis un peu la ligne de ton travail. Je vais dire que oui. Le rap en Haïti, il faut dire au départ que le rap, c'est un élément culturel américain qui a pris naissance avec Cool Tu as Herc. ton alarme là, Oh là. tu vois? Ouais. Vas-y, continue. Qui a pris naissance avec Cool Herc, Africa Bambaataa, dans le Bronx, avec les activités du DJing, etc., dans les block parties, pour protester contre le racisme et pour faire un peu de fête entre blacks. Ouais. Et à travers l'hégémonie américaine, et ça a été propulsé à travers le monde sur une forme d'américanisation culturelle. Et on est tout proche des États-Unis. En 1982, quelqu'un comme Master G, qu'on a sur la revue, a introduit en Haïti la première musique, qui a été la musique vacances, qui
a été la première musique rap en Haïti. Et Master J n'a pas tout simplement été le premier rappeur haïtien, il a été le premier hip-hopper haïtien, pour dire qu'il a été le premier à introduire le breakdance, le DJing, l'animation de radio rap, etc. Et ça a été un acte fondateur de la présence du rap en Haïti. Mais de notre côté, ce que l'on essaie de voir, moi-même, Badio et Hébreu, dans le travail, c'est que la facilité avec laquelle le rap s'est introduit en Haïti est liée à une désorganisation sociale qu'on a sur le plan politique, économique, est liée à notre façon de gérer notre école, est liée à la question de la langue, est liée à l'inconvivialité de l'espace. Il y a un ensemble de choses qui ont favorisé la présence facile, dire facile, du rap en Haïti. Et cette désorganisation se fait, qui a favorisé la transpénétration culturelle. Parce que si je reprends Cloucon dit, plus une société est désorganisée, plus cette société est réceptrice. Mais là, Caméléon, il y a un petit problème. Au début du rap en Haïti, tu dis que nous sommes en 82 avec Master J. C'est déjà un seul homme qui porte le rap à l'époque. Peut-on parler d'une politique américaine pour envahir Haïti avec le rap, quand pour commencer, il y a un seul homme qui fait ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je reprends. La présence, il faut dire que les États-Unis, à travers sa politique culturelle, son hégémonie, etc., essaient de vendre sa culture comme marchandise sur le marché mondial. Donc, tu soutiens déjà que le rap participe de cette logique américaine. Le rap serait un produit culturel que les Américains entendent vendre au reste de la planète. Bien sûr, c'est ça. Mais de notre côté, il y a plusieurs sociétés que le rap n'a pas eu une entrée facile, comme ça a été en Haïti. Et cette entrée facile est due en Haïti parce que nous autres Haïtiens, nous avons désorganisé notre foyer culturel et cette organisation de notre foyer culturel passe par les agents de socialisation, qui est l'école, la famille, les mass médias, les groupes de pairs, qui non seulement ont la capacité d'organiser l'espace, mais la capacité de transmettre à l'individu l'ensemble des valeurs pour que cet individu puisse vivre dans un espace social, culturel donné. Mais Caméléon, être réceptif à d'autres éléments culturels, n'est-ce pas là une valeur? C'est une valeur, bien sûr. Et encore, l'importance du travail. En anthropologie, il y a des façons de voir ça. D'une part, il y a les contacts culturels qui se font, mais d'autre part, il y a la façon dont une société gère un fait culturel avec lequel il est en contact. Et il y a trois façons de voir ça dans un processus qu'on appelle l'acculturation. L'acculturation, d'une part, peut produire ce qu'on appelle la sélection additive. Le fait culturel s'assied aux côtés de notre fait culturel. Ouais, genre on a le compas, mais on prend le rap aussi, on met le rap à côté. On ne supplante pas le compas. Bien sûr. Voilà. Il y a la sélection substitutive, où un élément culturel efface l'élément culturel. Où là, le cas échéant serait qu'on utilise le rap à la place du compas. Oui. Et puis, il y a la réinterprétation qui permet à ce fait culturel d'être réinterprété dans le foyer culturel local. Je pense que dans le cas haïtien, nous faisons face à cela, dans le cas du rap. Parce que les rappeurs haïtiens ont une musique qui leur est propre. Je ne trouve pas qu'ils font du rap américain. Bien sûr, et c'est exactement ça. C'est un rap haïtien qu'ils font. Quand tu écoutes Barricade Crew, la chanson « Mais capote, que bella, pas la gueule », mais t'as pas le flow ça, du rap. Ça, on va faire. Dit-il. Je trouve que le flow, c'est pas un flow américain. Bien sûr, bien sûr. Mais cela est dû parce que la culture haïtienne est forte et non parce que l'État a une politique culturelle. Donc, tu es en train de dire que ce sont les agents culturels, les mecs de Barricade Crew, qui ont eu l'intelligence culturelle de se réapproprier du rap, d'en faire un rap haïtien, mais ça ne rentrait pas dans la ligne de mire d'une politique culturelle d'Haïti. Et c'est exactement ça.
C'est-à-dire, quand les sociétés sont en contact, il faut qu'il y ait des institutions qui essaient de régulariser la question des contacts culturels. Pour éviter d'être envahi totalement. Quoi. Totalement. En France, par exemple, c'est dit dans le texte, en 1994, la France a mis un quota pour dire c'est 40% de musique étrangère dans les médias français. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, en Haïti? On a des stations de radio qui jouent typiquement du rap, de la musique française, etc., du cinéma étranger, etc. Il n'y a pas cette politique du ministère de la Culture, il n'y a pas cette politique du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, du ministère de l'Éducation nationale, à vouloir renforcer les institutions à vocation socialisatrice, telles que l'école, la famille, les groupes de pairs, etc., la langue, pour reprendre Yves Desjans, nous pas gon langue, ok, nous l'école tête en bas, non pays tête en bas, qui permettrait à chaque société de faire une glocalisation, c'est-à-dire de réinterpréter les faits culturels de la mondialisation dans leur propre culture et essayer de mettre le fait réinterprété sur le marché international. Ouais, c'est là qui donnerait un peu une culture melting pot. C'est ce qui enrichirait ce modèle social donné. Cahier de recherche des cultures urbaines et rurales, rap des organisations sociales et transpénétration culturelle. Mesdames et messieurs, vous suivez la radio, télévision Caraïbes, vous faites bien, c'est l'heure des livres. Et vous, allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le contexte de la mondialisation via les masses médias. La mondialisation, ses enjeux et ses impacts sur les cultures. La mondialisation culturelle se cache au départ derrière les rideaux de la diversité culturelle par le biais d'un système transnational des médias. Mais au fond, elle tend vers une logique d'uniformisation et de marchandisation de la culture. Elle est fortement influencée par l'économique, dans la mesure où le développement industriel de certaines sociétés contribue à propulser leur culture sur le marché mondial comme marchandise. Cette marchandisation de la culture correspond à un ordre capitaliste propre qui répond à une division du marché. Tout ceci est assuré par les médias qui ont un rôle stimulateur pour faire correspondre la production à la consommation en faisant usage de tous les éléments de la culture, avec notamment des éloges pour la diversité culturelle. Nous sommes là au cœur des enjeux tournant autour de cette notion de mondialisation. Es-tu en train de soutenir, via cette revue Caméléon, qu'il n'y a mondialisation que lorsque des sociétés puissantes, fortes, impérialistes, souhaitent imposer leurs valeurs à d'autres? Pour filer en douce ces valeurs, ils mettent tout ça sur le dos de la mondialisation. Et que ça ne pas que dans un sens. Genre à New York, à Brooklyn ou à Manhattan, on n'écoute pas du compas, comme ici, on consomme du rap. Et on nous dit, si le rap est en Haïti, c'est la mondialisation. Pourtant, à Paris, il n'y a pas de compas comme la chanson française. Il y a cette façon de voir les sociétés puissantes, la Chine, les États-Unis, la France, l'Angleterre, etc., sont des sociétés qui ont des capacités économiques, qui ont le pouvoir, qui possèdent des armes, etc., qui vendent leur culture sur le marché mondial. Maintenant, tout en restant elles-mêmes, je veux dire, pour société, tout en restant elles-mêmes. La Chine veut qu'un Chinois reste chinois. Le Japon veut qu'un Japonais reste japonais. Mais
on offre à tout un chacun le modèle chinois sur le marché mondial. Le français veut que tout le monde écoute sa chanson et utilise son parfum. L'américain veut qu'on mange du McDonald's, qu'on boit du Coca-Cola, qu'on écoute de la musique jazz, du gospel, etc. Mais les sociétés, les petites sociétés, entre guillemets, qui existent, qui n'ont pas le moyen économique pour pouvoir se propulser sur le marché mondial, subissent, à tort ou à raison, les effets de la mondialisation qui s'opèrent à travers les puissances économiques. Donc, la notion de mondialisation, c'est un dispositif politique utilisé par les grands États Politique pour et économique. asseoir leur domination sur les petits pays, on va dire. Voilà. Mais, Et la création de nouveaux marchés aussi. absolument. Mais là, Caméléon, la notion de proximité géographique en prend un coup. Parce que la Chine est extrêmement puissante, la Russie, en Haïti, on ne voit pas trop leur influence sur notre modèle culturel. Est-ce que la notion de proximité géographique a une influence sur cette compréhension de la chose? Autant que tu es près d'un pays puissant, autant qu'il t'influence. Autant que tu es loin, autant que son capital d'influence est moindre. Il faut dire que c'est important, la proximité, mais ce n'est pas évident. Si l'on prend par exemple la Chine, ici en Haïti, la Chine a un coût économique important. Le monde, c'est la première puissance économique mondiale, la Chine. Mais culturellement, ce n'est pas un pays qui arrive vraiment à asseoir son mode de vie sur d'autres pays. Mais l'économie fait partie de la culture. Non, l'économique dans le sens où les Chinois produisent pour nous. Tout ce Bien que sûr. nous avons, les livres, les vêtements que nous portons, c'est un vaste marché. Mais est-ce que nous consommons la musique chinoise, par exemple, tu vois? Bon, mais non. Mais nous regardons les films chinois. Avec cette histoire de karaté, en effet, qui est Bien venue sûr. jusqu'à nous. Et moi-même, je pratique le Kyokushinkai pour dire que l'influence de la Chine est arrivée ici, ou de l'Asie, avec Corée et Japon, etc. Ici, là, on pratique les arts martiaux. Dans le cinéma, c'est vrai que c'est présent. Tu sais à quel point je me suis rendu compte de l'influence des mass médias sur nous? Il y a une série télévisée que j'adore qui s'appelle The Big Bang Theory. Que tu connais peut-être. Bien Tu as 4 astrophysiciens extrêmement brillants qui font des gags et tout. Sur leur frigo, les mecs, ils ont généralement plusieurs types de céréales. Généralement, sur la tête de mon frigo, j'avais rien. J'ai constaté un matin que j'avais, tout comme ces mecs, plusieurs boîtes de céréales sur mon frigo. J'ai reproduit, mais inconsciemment, leur mode de vie. Leur mode de vie, c'est exactement ce que fait les mass médias. Les mass médias sont, comment je peux dire ça? Bon, mais c'est, regardez-moi si je ne sais pas dire en créole. C'est eux-mêmes qui ont fouillé tout pour permettre mondialisation implantée. Mais est-ce que les mass médias font ça consciemment? Consciemment, pas inconsciemment. Non, mais les radios haïtiennes, par exemple, qui diffuseraient à fond du rap américain, est-ce qu'elles le Mais font? c'est un choix économique. Est-ce qu'elles le font consciemment ou est-ce qu'elles le font pour créer un audimat? Non, c'est consciemment, c'est un choix économique. Il faut dire que l'on vit dans une société qui a plus de 65% de jeunes. Et les jeunes écoutent beaucoup le rap. Et là, il y a une station de radio qui dit, ben voilà, je vais me focuser sur cette catégorie-là pour attirer les sponsors. C'est un choix économique. C'est pas un hasard. Donc, au fait, c'est calculé. En fait, c'est l'économie qui prime. Ce n'est pas tant un besoin de domination culturelle. C'est surtout, tu l'as signalé, un besoin de créer un marché économique. Un marché économique. Et là, on utilise la culture, on utilise le sport, on utilise les arts martiaux, on utilise n'importe quoi pour pouvoir créer un fossé à travers lequel on peut passer. Et on crée des besoins artificiels. Artificiels. Genre, le jeune haïtien, il a un besoin d'écouter 50 Cent, quoi. Oui. Et si 50 Cent arrive en Haïti, si le concert est à $200 américains, le mec, il se casse la tête pour écouter 50 Cent. Bien sûr. Parce qu'on a installé ce besoin artificiel en lui. Oui, d'écouter 50 Cent. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, le marché, c'est une voie qui est créée. Et à travers cette voie, 20 ans plus tard, on va dire, ben voilà, il faut qu'on écoute Nas, il faut qu'on écoute Jay-Z. Et pourquoi pas Jay-Z en Haïti? Le besoin est créé. Mais c'est un construit historique qui s'est fait
à travers 20 ans d'écoute de musique de Jay-Z. Ouais. Mais maintenant, retournons au rap créole, au rap haïtien. C'est un rap qui est foncièrement haïtien, dans le sens où ça porte quelques revendications liées au collectif haïtien. Mais c'est aussi, malheureusement, un rap qui a pris le côté ego trip américain, le côté bling bling, le côté j'ai des baskets, le côté mon bel costume, le côté C'est pas tout à fait j'ai vrai. des paires de lunettes. C'est pas Tu as tout ce à côté bling bling aussi dans le rap créole? Non, c'est pas tout à fait vrai. Le rap haïtien, comme toute musique, a une sorte de catégorisation qui se fait. Le rap haïtien, il y a le rap vaudou qui est pratiqué par 35 Zilé, par Apostola, etc., de Easy One, Tribu de Job, Cassis Cassis. Ça, c'est une catégorie? C'est une catégorie. Ok. Il y a le gangster rap que fait SAL, Isolant, etc., Diorzi, tout ça. Ah, mais c'est de ça que je te parle. C'est Mais un rap bling bling. c'est une catégorie. Oui. Il y a le rap chrétien qui se fait à Shalom, qui se fait à... Ah, ils font du rap aussi? Oui, il y a du rap chrétien. Il y a Mais alors là, Shalom, ça n'arrête pas. Hein? il y a du rap chrétien qui se fait à l'Église de Dieu sur le Rocher. Et Attends, ils font Jésus, reviens bientôt, Il y a- donne ta vie à Jésus. Il y a un Jésus va DJ te chrétien sauver. aussi qui s'appelle DJ Sagesse. Je travaille là-dessus. Et il y a du rap chrétien. Il y a toute une catégorisation qui s'opérationnalise. Mais maintenant, il y a du rap engagé. Mais maintenant, à chaque moment de l'histoire du pays, les médias utilisent le rap à une fin. Je prends des exemples. En 2003-2004, le rap haïtien était engagé dans la dénonciation des pratiques politiques, etc., des gouvernements Lavalas. Et là, les médias utilisaient la musique rap pour vendre un discours anti-Aristide. Après le départ de Jean-Bertrand Aristide, il n'y a plus ça. Et ce sont les médias qui utilisent X discours pour convaincre X groupes de gens. Maintenant, il y a toujours cette pratique, il y a toujours ces groupes de gens qui font du rap engagé. Il y a toujours Gétro, il y a toujours Frère Gab. Frère Gab, c'est un rappeur engagé, extraordinaire à l'Église de Dieu sur le Rocher. Il y a toujours tout ça. Mais le choix est fait par les médias. Caméléon, est-ce que le rap, c'est de la musique dans sa constitution esthétique comme produit pour l'oreille? Cette question, c'est... Parce que le rappeur, que veux-tu? C'est une machine qui produit du son. C'est du beat. Tu n'as pas une orchestration. Est-ce que le rappeur est un musicien? C'est Oui. quelqu'un qui crée une musique. Et je vais continuer à dire, c'est oui, parce qu'on est en culture urbaine. Le propre des cultures urbaines, ce sont les musiques improvisées, les musiques électroniques. C'est-à-dire, dans les cultures urbaines, il n'y a pas ce côté académique de l'art. C'est le fait même que de façon improvisée, automatique, dans les villes, l'individu ou un groupe d'individus a cette capacité de faire du graffiti, de faire du breakdancing sans que cette personne n'a jamais été à l'école de danse, sans que cette personne n'a jamais été à l'école de musique, et impose cette pratique urbaine au reste du monde, qui est le propre des cultures urbaines. C'est-à-dire, en culture urbaine, il est clair qu'il y a une séparation, pas nette, mais il y a une certaine séparation d'entre la musique académique, ce qu'on appelle en général la musique savante, ou les cultures savantes, entre guillemets, et les cultures urbaines qui sont des cultures automates. Si l'on peut dire. Le rap a aussi cette prétention de faire de la poésie. C'est pas une prétention. Oui, on va en venir. Rhythm and poetry. Moi, quand je consomme... Rage Against Police aussi. Oui, c'était bien avant, ouais. Mais moi, quand je consomme de la musique rap, je me dis, est-ce que cette poésie, tu vois, les guillemets, venant du rap, ne ferait pas reculer les grandes avancées de la poésie moderne? Le rappeur fait des vers. Depuis les années 60, on n'en fait plus de vers. Le rappeur, moi quand j'étais enfant, je disais Kem sous biscuit, loskes basket, la maquette sous motocyclette. Tu vois, mais tu as quand même des vers, et ça fait des années que la poésie ne fait plus de vers. C'est fini, ça. Ok, c'est encore une question qu'on pose. Et c'est pas tout simplement avec la question de... Donc le rap ferait reculer la poésie moderne. Oui, c'est voilà. encore une question.
Et cette question n'est pas posée tout simplement pour la poésie, c'est également posée pour le DJing. Parce qu'on pratique avec du vinyle jusqu'à présent dans le DJing. Mais il y a certains auteurs, certains anthropologues, sociologues, etc., qui travaillent sur la question, qui disent que le rap, certes, ça s'écrit en vers, mais c'est cet espace de conservation de ce que l'on faisait par le passé. C'est-à-dire c'est une continuité dans le présent, dans la modernité de notre passé. Ouais, c'est pour garder une trace de notre passé dans notre contemporanéité. Voilà. C'est-à-dire l'écrit rap. Et également, c'est la même chose pour le DJing. C'est-à-dire, c'est pas mauvais. Il y a certes des rappeurs qui font des rimes avec sans vers. Mais il y a un autre aspect à regarder, c'est cet aspect d'audition. Justement, j'ai une question là-dessus pour toi. Le rappeur écrit pour écouter. Oui, j'ai une question justement et sur ça par rapport à l'audition. Le son est important. Et alors, ma question va porter surtout, Caméléon, sur ce qu'on va appeler les techniques élocutoires du rappeur. Le rappeur, lorsqu'il rappe, j'ai l'impression qu'il ne pose pas l'autre comme le récepteur de son propos. On aurait dit qu'il est dans un monologue. Le flow du rappeur, go shorty, il parle tellement vite que tu te dis, est-ce qu'il suppose à l'autre une existence comme récepteur de son message? Est-ce qu'il se dit, un peu comme Daniel Pennac, que l'autre va continuer son travail de création? C'est exactement le propre des cultures urbaines, encore une fois. Non seulement c'est une culture improvisée, mais quand on est en culture urbaine, on essaie de se différencier par rapport à l'autre. Parce que le fait que c'est quelque chose d'improvisé, c'est quelque chose que... Je me lève un de ces 4 matins, je n'ai pas été à l'école de rap, je me suis dit rappeur. Maintenant, dans cette pratique-là, il va falloir que je me différencie par rapport à Yakuza, par rapport à Dog Tom. Et la différenciation va se faire de la façon dont je vais faire mon graffiti. Je vais rapper. Par exemple, moi-même... Non, mais la façon de rapper, Caméléon. C'est là que je suis, c'est le flow. Oui. Le flow, c'est la couleur que donne le rappeur à son texte. Mais le flow t'interdit de saisir son texte. Non. Et il n'articule pas, le rappeur. Non, il articule pour les initiés. Ah, j'en suis pas un. Parce que pour écouter du rap, il faut être un amant du rap. Par exemple, il y a Eminem, il y a Busta Rhymes, etc. C'est ce qu'on appelle en anglais le tongue twisting. Top Chuko en Haïti, méchanceté, etc. Moi-même, je fais du tongue twisting aussi. C'est quoi le tongue twisting? Chanter rapide. Bon exemple. Oui, vas-y. Fais le show, Caméléon. La vie traversée par un canal fatra de l'eau sale, tracavoc sale, cassi, c'est nous plaisir, balak misère, inspiré pour chaque prime, ti moun salak renari, n'importe pendant, waka cartouche, nan ghetto, cassez-vous, pas soit pour n'importe pire poids, des pieds athlètes, la vie chef fait bas fixe, tripe, pigotet, la vie chef c'est la trip, non. C'est que t'es nèg pas, n'importe jeune femme, 26 ans, 6 petites, ghetto grande, jeune garçon, ko Caméléon, yon pète di bande, pour y aller pour plaisir, la vie tout pise, yon bande. Comment on appelle ça? Tongue twisting. Tu vois, c'est ce que j'entends par une technique élocutoire qui exclut un peu celui qui écoute. Mais en même temps, c'est esthétiquement, en même temps, c'est bon. C'est ça, il faut se différencier, il faut être tellement différent pour pouvoir s'extirper du lot et trouver du financement. Ouais. Le rappeur aussi, Caméléon, cette question sera cliché, et très souvent, c'est un personnage qui porte un certain capital de violence. Le rappeur, il frappe, il cogne. Est-ce que c'est en lien à l'histoire du rap? Genre, au début, c'est pas pour le plaisir qu'on rappait. C'était parce que les Noirs subissaient des horreurs racistes. Donc, il ne faisait pas que rapper les Noirs, mais ils se battaient physiquement aussi. Mais on a gardé un peu ce résidu de violence dans le rap. Est-ce que tu penses que c'est lié? Je ne sais pas ce que c'est la violence. Moi, je sais qu'il y a un petit quelque chose qu'on appelle la contestation. Et la contestation peut prendre n'importe quelle forme, mais la violence, je ne sais pas ce que c'est. Mais les rappeurs se battent entre eux. Il y a beaucoup de violence. Est-ce qu'il y a un espace? Ils se tapent les uns sur les autres. Est-ce qu'il y a un espace où ça n'existe pas? Mais c'est tellement... Si tu veux être présent dans les milieux rap, qu'on se dit, mais est-ce que c'est ça leur ligne esthétique? Je ne pense pas que c'est tellement présent. Il y a une médiatisation des groupes dominants de ce qui se fait de mauvais dans la communauté rap.
Donc, tu es en train de dire, il n'y a pas que ça. Voilà. Il Et y a de très bonnes combien de choses. médias sont en train de parler des cahiers de recherche des cultures urbaines et rurales? Pourtant, c'est un élément hip-hop. Voici que la télévision Caraïbe en parle. D'où la différence. C'est-à-dire, il y a une médiatisation des choses mauvaises qui se font, mais il n'y a pas une médiatisation des choses qui méritent Ouais. cette médiatisation. Alors, ce qui est bien dans ta remarque, c'est quand tu me dis dans quel milieu les gens ne se tapent pas les uns sur les autres. Voilà. Entre écrivains, ils se tapent. Moi, j'ai des histoires d'écrivains haïtiens qui s'envoient des vers. Tu vois, donc, entre êtres humains, des fois, la tension monte. Caméléon, un petit jeu pour fermer cette émission, le questionnaire de Les Proust. questions. Quel est le principal trait de ton caractère? Réfractaires. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? J'ai une femme. Comment devrais-je dire ça? Compréhensive. Quel est ton principal défaut? Je parle beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais être à part ce que tu es maintenant? Un grand dormeur. Quel est le mot que tu détestes? Fais ça. Quel est ton mot préféré? C'est-à-dire. Un mot que tu préfères. Ah, c'est-à-dire? Ah. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Juste comme ça. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? La mécanique. Est-ce qu'il y a 3 écrivains que tu aimerais recommander aux jeunes qui te regardent là maintenant, afin qu'ils aillent les découvrir? Je dirais. Ricoeur, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, Je dirais. Anténor Firmin. Anténor Firmin. Je dirais également quelqu'un que j'aime beaucoup, Jacques-Stéphane Alexis. Alors, jeunes, vous avez des lectures. Quel est le son, le bruit que tu détestes? Les motos, non? Non, pas les motos, les quand on découpe des fers Ah! avec des scies. Ah, c'est vrai que ça te fait un son horrible en effet. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus? Bonaparte. Tu as une devise? J'ai même une prière. Tu as un juron préféré? Non, bon créole là. Beaucoup de saluer déjà. Je suis sur ma main. Et comment tu aimerais mourir? Debout. Et Et qu'est-ce dans que... une manifestation. Dans une manifestation. Ouais. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Dieu. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Va te faire foutre. Quel est ton état d'esprit actuel? Joyeux. Mesdames et messieurs, Fondation Caméléon, on n'en a pas parlé. Tu as créé une fondation aussi, Bien en fait, sûr. qui travaille à Delma, à Pétionville, Et dans les dans la milieux- première circonscription de Port-au-Prince, notamment au Bel-Air, Mhm. en général, je donne des choses aux gens, etc. Je fais un peu de subvention, je fais un peu d'activité sociale. Tout ça au Bel-Air avec des amis, des proches et des personnes que je connais. Et puis voilà. Ouais, carrément. Et tu seras candidat aux prochaines élections? Bon, je l'ai été une fois, mais il faut dire que maintenant, c'est plus ça. Parce que je n'avais pas compris les démarches politiques en matière d'élection en Haïti. Et maintenant, c'est fait. Je pense que pour que quelqu'un puisse être candidat, il faut que ce quelqu'un-là a un Patrick Monsignac, a quelqu'un, un grand baron, etc. Et ce n'est pas facile de se dire candidat sans l'économique Ouais. et sans les liens politiques et pour que ce quelqu'un-là puisse avancer. Vu ton parcours et Caméléon, tu es quand même professeur à l'université. Bien sûr. Et est-ce que tu dirais qu'il y a dans la sphère publique haïtienne un rap intellectuel, un rap Bien qui sûr, pense? bien Et sûr. qui sont les porteurs de ce rap? Au départ, il y avait Kazen, Clanzan 7 Nègres, puis il y avait Easy One, et il y a Calibre, il y a 35 Zilé, il y a Cassis Cassis, il y a, comment il s'appelle encore, Edda Lyrics, il y a toute l'équipe de Poètes Révoltés, HD Symphonie, etc. Ces gens-là font un rap intellectuel, Maondi à la faculté des sciences humaines, etc. À l'université, au sein même de l'université, il y a un autre type de rap qui se fait, qui n'est pas médiatisé. Parce que ce rap-là, c'est un rap anti-Réginal Boulos, anti-Aped, c'est un rap qui dit Abba Jovenel, etc. Et c'est un rap, mais comment je dirais, réfractaire, Un rap politique, quoi. politique, engagé, tout ça.
C'est pas un rap qu'on veut entendre à la radio. Caméléon, est-ce que tu dirais que, comme toi, tu as produit ce travail scientifique carrément sur disponible le à la rap, Pléiade. c'est disponible à la Pléiade, est-ce que tu dirais que les rappeurs haïtiens ont une intelligence de leur pratique? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils arrivent eux-mêmes à se situer dans une ligne ou bien le font-ils presque par automatisme? Il y a deux groupes. Il y a un groupe qui sait ce qu'il fait et il y a un groupe qui fait du rap par effet de mode. Et c'est dommage, j'imagine, le deuxième groupe. Oui, il y a deux groupes. Parce que cet effet de mode va finir par décrédibiliser les airs qui font un rap qui pense, quoi. Il y a deux groupes. Et c'est fait, c'est décrédibilisé. Oui, mais dans le sens de ton travail maintenant, est-ce que les rappeurs sont conscients que si le rap est présent en Haïti, à ce point-là, c'est symptomatique d'une désorganisation sociale d'Haïti? Non, non. Ils n'ont pas conscience de cela. Mais je pense que là, avec ce texte, ils vont avoir la conscience de cette désorganisation sociale, de cette transpénétration culturelle et comment organiser tout ça à l'échelle nationale. C'est bien que tu parles de transpénétration culturelle, d'où l'importance que les rappeurs haïtiens arrivent à exporter ce qu'ils font, que le rap haïtien soit présent et dans les grandes sociétés occidentales, quoi, au Japon, en Chine, à Paris, à New York. Bien sûr. Voilà. Je rappelle que tu t'appelles Seyid Jangardi. Bien sûr. Mais je rappelle que ton nom de scène, ton nom d'intellectuel, d'animateur radio, c'est donc Caméléon. Et cette revue, Cahier de recherche des cultures urbaines et rurales, rap, désorganisation sociale et transpénétration culturelle. Je rappelle que cette revue est disponible à la librairie La Pléiade. Je rappelle que cette revue est disponible également prochainement à Radio Caraïbe. Tu mettras disponible un petit stock. Et c'est important que tous les jeunes qui s'intéressent au rap, qui s'intéressent à la musique, qui s'intéressent aux travaux critiques, aux travaux scientifiques sur ce que nous vivons en Haïti, puissent s'approprier de cette revue. Caméléon, tu as un petit mot pour tes enfants, tes jumelles et ta femme? Mes jumelles. Tu t'y attendais pas, hein? Mais quel salaud d'animateur! Ok. J'aime toujours me dire là, je dis merci à madame moi que je ne pas dire non. Parce que Madame Caméléon, même si vous avez des télévisions, il pas vrai, et l'eau, il n'a que mouillé. Je ne vais pas exposer ça en public. Merci pour Miyuata, Leila Seyid, et Laetitia Seyid. Merci pour Michiata, Leila Seyid. Et m'a dit merci tout parce que il toujours supporté dans tout ça m'a fait et ça c'est initiative. Tu as eu son soutien quoi. Oui, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est initiative. Ah ben tu vois. Et vraiment oui, tu tiens à saluer cette femme qui a investi dans ce travail. Caméléon, on finit l'émission, moi j'ai bizarre, font-ils rap non, on finit. OK, on l'autre verse, mais ça c'est pas tongue twisting mais c'est moi-même moi fait un rap engagé, moi-même dit ça intoxication médiatique, médiatisation stack toxique, y a créé crise pour dire y a géré crise, misère peuple tourner marchandises pour ONG, réduit vie mon ak produit OMG. Dans le bloc là, il y a traqué gentil, maré innocent, lagué bandit. Dans le bloc là, nous c'est victimes sociales l'État, violence sociale c'est crime d'État. Caoutchouc, biscuit l'État, c'est applicateur dans les oreilles l'État. Cancer social là, c'est raqueteur. C'est pas directeur, professeur qui a revendiqué arriéré salaire. C'est arriéré salaire. Jeune contre toute maxam, content des gros coups de zam. Pensez-moi son rafale qui déclenche nos armes illégales, son système légal. Et qui fait dans la cité, il y a plus de jeunes dans la cité que jeunes qui entrent dans l'université. Merci Caméléon. C'est définitivement le grand show, le rap dans toute sa splendeur à délivrer vous. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir. L'occasion pour moi de remercier les autres jeunes qui t'ont accompagné, Alexis et Réginal. L'occasion pour moi de remercier le staff technique de cette émission. Gamin, non mais non ça. Oui, on a quand même Gamin qui débarque. Le mec il a quoi? Il a peut-être 30 ans. Ses parents l'ont appelé Gamin. Et j'ai un autre nom particulier. J'ai quelqu'un dans mon staff qui s'appelle Boule Sucre. Boule Sucre? On appelle Boule Sucre. Et j'ai Mano, et j'ai Alphonse qui réalise, et j'ai Émilie qui assure le maquillage, et j'ai Jimmy qui assure le montage. Jefferson.
Et tu l'appelles Jefferson? Jefferson, celui qui a été. Jefferson qui a été chez toi pour Ouais. filmer, pour faire ce petit documentaire. Et il y a pour le son là, il y a René qui assure. Et putain, ma mémoire des fois, elle me fait. Et il y a Grégory, il y a Greg Boule qui a des lunettes bizarres que j'adore, que je vais voler un jour. Hein. Je vais voler les lunettes de Grégory, ça c'est sûr. Donc ça fait une grosse équipe qui permet à cette émission d'exister. Merci à vous de nous recevoir chez vous. Gardons bonheur. Merci Caméléon. Merci frère. Love. Et dans le monde, peace and love, hein, comme disent les rappeurs. On fait ça en général. Ah, ils font ça aussi les rappeurs. Peace and love. Ah, c'est peace. Ah merde, déjà. Peace. Peace. Mais voilà, j'apprends la culture rap. Dans le monde, mesdames et messieurs, il doit y avoir Gardons bonheur, il doit y avoir du rap, il doit y avoir des livres. Et vous?